Bonjour à tous et bienvenue sur L104. Cette fois, nous allons aborder la question des espaces de faible densité du territoire français et de leurs atouts. En France, la densité moyenne, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, est de 118. On parle d'espaces de faible densité quand ce chiffre passe sous la barre des 30 habitants au kilomètre carré. Cette expression un peu péjorative désigne donc des espaces essentiellement ruraux, les campagnes, perçus comme faiblement peuplés, voire vides. La réalité est bien plus complexe. D'ailleurs, de plus en plus de géographes préfèrent parler de basse densité et soulignent que ces espaces, loin d'être réduits à une arrière-cour d'espaces urbains dominants, sont fortement habités, investis et aménagés par leurs habitants. Nous nous efforcerons donc de présenter les caractéristiques des espaces de faible densité français, ainsi que les dynamiques qui les touchent. Commençons dans une première partie par définir l'étendue de ces territoires, tout en cernant les défis auxquels ils doivent faire face. Selon l'INSEE, environ 54% des communes françaises sont peu denses et 34% sont très peu denses, soit environ 32% de la population nationale. Autant dire qu'elles sont présentes sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, elles sont davantage représentées dans les massifs montagneux que sont les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, la Corse et le Jura, ainsi que la Bretagne de l'intérieur. Et surtout, dans ce que les géographes appellent la diagonale des faibles densités, un espace s'étalant des Ardennes jusqu'aux Pyrénées, où se concentrent les densités les plus faibles du pays, à tel point qu'on a longtemps parlé de diagonale du vide. Cette situation peut s'expliquer par les contraintes physiques dans les massifs, mais surtout par le poids historique des activités agricoles et forestières dans ces territoires. Ces activités qui occupent respectivement 54 et 31% de la surface du pays y sont structurantes, dominantes spatialement et l'ont longtemps été économiquement. Mais la modernisation agricole, avec la généralisation de l'agriculture productiviste dans de nombreux espaces, sa mécanisation et maintenant sa robotisation ont entraîné un fort exode rural de la fin du XIXe siècle jusque dans le dernier quart du XXe. De nombreux individus sont alors partis dans les pôles urbains pour y étudier, trouver un emploi et bâtir leur vie. La métropolisation du territoire dans le contexte de la mondialisation entraîne aussi une concentration de plus en plus importante des populations dans les grandes aires urbaines. Même s'il se tasse depuis quelque temps, le vieillissement de la population dans ces territoires explique aussi leur faible densité. C'est le résultat de l'exode rural, encore une fois, mais aussi de la faible natalité et du départ des jeunes. Par ailleurs, tous ces espaces sont confrontés à l'éloignement de plus en plus important des services. Les 3/4 des communes peu denses sont ainsi à 10 minutes en voiture des services du quotidien. Écoles, petits commerces de bouche, supermarchés, etc., etc. C'est particulièrement prégnant dans le milieu médical, puisqu'en 2017, 148 cantons ne disposaient d'aucun médecin généraliste. Ainsi, même si les aménagements de maisons médicales se multiplient, comme dans le nord-est de l'Aisne, les déserts médicaux restent nombreux. La situation est comparable pour les services administratifs. À l'heure du tout numérique, les citoyens sont invités à mener leurs démarches en ligne, mais les espaces de faible densité, comme la Creuse, accusent un retard en matière de desserte numérique et de téléphonie. La problématique de l'accessibilité est donc un défi majeur pour ces espaces. Même si ce tour d'horizon paraît plutôt sombre, nous allons constater dans notre seconde partie que cette impression de déclin est loin d'être généralisée et qu'elle dissimule des réalités très diverses, car les espaces de faible densité disposent de nombreux atouts et sont traversés par des dynamiques, c'est-à-dire des évolutions nouvelles. La première de ces évolutions est l'arrivée de nouvelles populations dans ces territoires, les néo-ruraux. Il s'agit d'habitants des pôles urbains, souvent des retraités ou de jeunes couples avec enfants, à la recherche d'un mieux vivre, c'est-à-dire des logements moins coûteux, parfois avec du caractère, ou une résidence secondaire, proche de la nature et si possible inscrit dans de beaux paysages. Même si les conflits d'usage ne sont pas rares avec les populations locales, l'arrivée des néo-ruraux est parfois un levier pour revitaliser les petits bourgs en maintenant ou en développant leurs services et leurs commerces, mais aussi en impulsant de nouvelles dynamiques associatives. Cet exode urbain a d'ailleurs été renforcé par la crise du Covid-19 qui l'a facilité en contribuant à banaliser le télétravail. Les espaces de faible densité peuvent aussi compter sur les transformations agricoles. De nouveaux modèles viennent y revitaliser un système en crise. Ainsi, comme dans la céréaliculture de la Marne, se développe une agriculture connectée high-tech, recourant par exemple aux drones pour déterminer les besoins d'une parcelle en produits phytosanitaires, les engrais et les insecticides,
ou à des systèmes d'information géographique dans les tracteurs pour intervenir plus finement. De même, de plus en plus d'agriculteurs se lancent dans les productions labellisées, gages de qualité pour les consommateurs qui leur permettent d'accroître leurs revenus et d'avoir une meilleure visibilité nationale et internationale. C'est pour cela que les éleveurs laitiers de Thiérache produisent du maroilles AOP, c'est-à-dire avec une appellation d'origine protégée, un label de l'Union européenne garantissant le respect d'un cahier des charges précis, l'utilisation de produits élaborés dans une aire géographique spécifique, ainsi que le recours à un savoir-faire local. Mais un autre label connaît un développement rapide, notamment au sud de la Loire, l'agriculture biologique, c'est-à-dire n'utilisant pas d'intrants chimiques. L'arrivée de néo-ruraux souhaitant s'engager autrement en se lançant dans l'agriculture, les néo-paysans, permet aussi l'émergence de nouvelles formes agricoles coopératives et ou circulaires où les déchets d'une activité sont les ressources d'une autre. Les ventes y sont d'ailleurs davantage tournées vers les circuits courts pour maximiser leurs revenus en limitant les intermédiaires. Cela est moins visible, mais les espaces de faible densité peuvent aussi compter sur le renouveau de l'industrie rurale. L'industrie agroalimentaire qui a accompagné les spécialisations agricoles régionales reste importante. Le groupe laitier Sodial, qui possède par exemple les marques Cœur de Lion et Entremont, est ainsi bien implanté avec plusieurs usines dans le Massif central. Dynamisé par les prix attractifs des terrains, des avantages fiscaux et la numérisation des échanges, des campagnes industrielles connaissent de grandes réussites comme le secteur de la lunetterie dans le Jura. Mais s'il y a bien un secteur en pleine expansion dans les espaces de faible densité, c'est celui du tourisme. On parle alors de tourisme vert pour désigner des formes très diverses dont le point commun est d'utiliser les ressources du rural. Plus diffus que d'autres formes de tourisme, il n'en reste pas moins important puisqu'il représente un tiers des nuitées touristiques du pays. Il s'appuie sur le patrimoine multiple à visiter et à déguster en toute détente de ces espaces. Il y a bien entendu les sites exceptionnels pour leur richesse naturelle, comme ceux des parcs nationaux, tels celui de la Vanoise dans les Alpes. On peut aussi évoquer les monuments classés, comme l'abbatiale Sainte-Foy de Conques dans l'Aveyron. Mais des sites plus communs, comme les forêts et les étendues d'eau, deviennent aussi de plus en plus des espaces de loisirs avec l'installation d'infrastructures diverses, parcours d'accrobranche, canoë, circuits de VTT, bases de loisirs nautiques, etc. Il ne faut pas non plus oublier les stations de sport d'hiver, comme celle du Val d'Isère, qui sont des hauts lieux du tourisme national l'hiver, comme leur nom l'indique, et qui développent de plus en plus leurs services l'été. Des démarches globales sont aussi déployées pour valoriser le patrimoine des espaces de faible densité. C'est notamment l'objectif des PNR, les parcs naturels régionaux, qui couvrent 15% de la surface nationale. Il s'agit d'y conjuguer la protection de l'environnement et le développement économique en s'appuyant sur les activités traditionnelles que l'on ouvre au tourisme par des politiques d'aménagement. Par exemple, le PNR de la montagne de Reims met en avant les paysages viticoles et le patrimoine historique à travers des circuits de randonnée. Il promeut les produits locaux en proposant des dégustations de champagne et développe les bases de loisirs offrant différentes activités. Les espaces de faible densité ne manquent donc pas d'atouts. Il faut toutefois faire preuve de prudence car la question de l'accessibilité conditionne ces nouvelles dynamiques. Les communes sous l'influence d'un pôle urbain paraissent largement favorisées, tandis que certains territoires, dits hyper-ruraux, restent marginalisés, c'est-à-dire à l'écart. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien saisir les grandes caractéristiques et les dynamiques de ces espaces dits de faible densité, qui sont aujourd'hui de plus en plus à la mode dans l'opinion, en incarnant une certaine modernité et un mieux vivre face à l'urbanisation triomphante. Je compte bien vous recroiser pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.